Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'est le point commun entre les fake news, les ventilateurs et le Covid? Bien sûr que non. Alors j'ai eu une discussion là-dessus quand je suis parti en Inde l'été dernier. Pas sûr qu'on ait vraiment envie d'entendre cette histoire. Oh non, moi j'aime bien ces histoires. Et comment ça, le point commun? Il y en a pas qu'un, hein. Vas-y, cite-moi un autre que celui dont je veux parler. Mon grand-père les collectionne. C'est extrêmement fou. Et puis ton grand-père est mort, donc bon. Enfin, la réponse que j'entendais, c'était la diffusion. J'ai trouvé, yeah! Bien joué champion, la prochaine fois je cacherai mon script. Alors il y a pas mal d'équations mathématiques qui modélisent ce phénomène. On peut commencer par l'équation de la chaleur, étudiée par Fourier en 1811. Waouh, ça date! À l'époque, il n'y avait pas encore eu Waterloo par exemple. Ni même Abba. Oui, ça a 200 ans, mais en termes de maths, c'est pas tant que ça. Ça commence à faire, mais ça passe encore. Bref, cette équation est assez simple. Je vais pas trop la détailler, parce que c'est pas vraiment l'équation qui m'intéresse dans mes travaux, mais c'est un bon exemple relativement simple d'équation de diffusion. Et elle est très naturelle en physique. Elle apparaît dès qu'on cherche à regarder comment se comporte la température dans une barre de métal par exemple. Eh bien, la température vérifie cette équation. D'où le nom équation de la chaleur. Non, pas du tout. C'est parce que le mec qui l'a mise au point, c'était le vicomte la chaleur. Ah ouais, c'était pas Fourier? Il se fout juste de ta gueule. Mais moi, je m'intéresse à une autre équation, un peu plus compliquée. Et un peu plus moche. Oui, je suis d'accord, mais bon, c'est comme ça. La voici, et c'est ce qu'on appelle une équation différentielle stochastique. Stochastique? En gros, ça veut dire aléatoire. Parce que c'était le seul mot que t'avais pas compris? Et pourquoi ce serait pas le cas? Peu importe ce que ça veut dire de toute façon, je vais expliquer plus ou moins en détail ce qui se cache derrière. Alors, cette équation a été mise en place, on va dire, par Ito dans les années 40. Comme quoi, les japonais de cette époque n'étaient pas tous mauvais. Ouais, je connais cette théorie. Elle sert à modéliser l'évolution d'un nuage de particules ou d'un gaz. C'est-à-dire de très nombreuses particules qui sont toutes relativement semblables et qui sont soumises aux mêmes effets, aux mêmes forces. L'idée est de voir comment elles se comportent pour comprendre, au global, comment le nuage évolue. Donc, en se focalisant sur une particule précise, là, l'UXT représente la position de ma particule à un instant t donné. Et quand on met un D devant, c'est pas pour faire joli. Ah bon? C'est-à-dire qu'on prend une petite variation de la quantité qui suit. Ici donc, le membre de gauche de l'égalité, c'est une petite variation de la position de ma particule à l'instant t. Avec ça, on sait déjà ce que nous raconte cette équation. Elle nous dit comment je change la position de ma particule en fonction d'autres trucs. Comment elle bouge, quoi. Alors ces autres trucs, que sont-ils? D'abord, on a cette fonction, le triangle se dit gradient, et V, c'est ce qu'on appelle un potentiel, c'est juste une fonction un peu particulière de la position de ma particule. Et en y réfléchissant un peu, c'est logique que l'évolution future de ma particule dépende de son état à l'instant où je la regarde. Et en maths, même ce qui est logique doit être prouvé. Et c'est justement de là que vient le nom équation différentielle. Du lien entre futur et présent, hein, pas de la logique. Exactement, mais c'est pas fini. Ensuite on a dt, c'est un très court intervalle de temps. Ça se comprend, on regarde des variations très petites à gauche, donc c'est cohérent d'avoir des quantités très petites à droite également. Puis on a racine de 2h, c'est juste un nombre. H c'est une quantité qui peut rappeler la constante de Planck, et c'est pas pour rien qu'on utilise cette lettre-là. Mais pour ceux qui savent pas de quoi je parle, dites-vous juste que c'est un nombre, tout simplement, qui est en l'occurrence très petit, très petit, très petit, très petit, très petit, très petit, très petit. Et ensuite, la partie vraiment nouvelle. Le mouvement brownien. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, peut-être un petit peu, mais je suis presque sûr qu'au plus, vous savez pas vraiment ce que c'est. C'est de là que vient le côté aléatoire de l'équation. Ah oui, sophistique. Stochastique, mais oui, c'est ça. Si on prend ce qu'on appelle un domaine, c'est-à-dire là où je fais mon étude, et je prends une petite particule qui part de ce point. Et s'il y a juste le mouvement brownien, j'oublie ce qu'il y avait avant, ce que ça va donner, c'est une particule qui va avoir un mouvement un peu chaotique. Le mot chaotique est extrêmement mal choisi. Je sais, mais faisons comme si, c'est un mot que les gens visualisent bien, même si ce qu'ils ont en tête, ça n'a rien à voir avec le chaos. Un mouvement un peu aléatoire, ça c'est plus correct. Et en fait, c'est exactement ça le mouvement brownien. Alors il y a des formalismes mathématiques qui permettent de donner un cadre bien défini à tout ça, mais on ne va clairement pas rentrer là-dedans. Oh que non. Mais il faut retenir que c'est le côté un peu erratique, et ça change tout. C'est là qu'est la grosse différence avec l'équation de la chaleur, qui est ce qu'on appelle une équation déterministe, ce qui veut dire que si je connais la température dans la barre de métal à un instant donné, je peux savoir dans 1000 ans quelle sera la température n'importe où dans la barre de métal. C'est fort! Là, c'est plus vrai. Le côté aléatoire fait que je sais pas. Je sais pas parce que ça peut bouger un petit peu. Voire un peu plus qu'un petit peu en 1000 ans. Et c'est ce qui rend les études beaucoup plus techniques. Pour l'équation de la chaleur, il y a pour ainsi dire plus rien à faire, c'est résolu, c'est bon. C'est tellement dangereusement faux de dire ça. Oui, il reste des trucs bizarres à faire, du style si je regarde plus sur une barre, mais sur un donut en 16 dimensions, qu'est-ce qui se passe? Des considérations mathématiques très étranges. Pourquoi pas? En fait, même cette histoire de donuts à 16 dimensions, c'est déjà fait.
C'était juste pour dire que ce qui reste est assez extravagant, donc imaginez à quel point les problèmes ouverts sur le sujet peuvent être farfelus. En revanche, pour les équations stochastiques, il y a des trucs à faire, et moi, c'est ça que je regarde. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait pour les étudier? Alors de base, c'est pas très pratique de travailler avec de l'aléatoire, c'est pas agréable. Si dès le début, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, expliciter des résultats, ça va être compliqué. Mais on peut par exemple regarder les choses en moyenne. C'est-à-dire si je fais l'expérience plein de fois et qu'on prend la moyenne, qu'est-ce que je suis censé obtenir? Eh bien, on peut appliquer cette méthode à notre équation stochastique pour obtenir une EDP comme celle de la chaleur. EDP, ça veut dire équation aux dérivées partielles. Ce sont des équations qui n'ont pas de partie aléatoire. Et dans notre cas, ça s'explique parce qu'elle a été gommée parce qu'on a pris la moyenne. Et faire ce genre de manipulation, on appelle ça s'intéresser à l'équation rétrograde de Kolmogorov ou l'équation de Fokker-Planck associée à l'équation stochastique précédente. Les deux dénominations représentent un peu la même chose. En effet, mais les noms c'est pas très important ici. Une fois passé dans un monde sans aléatoire et avoir obtenu une nouvelle équation, on peut en extraire ce qu'on appelle un générateur. C'est un opérateur. Téléphonique? Même qu'il l'a pas faite celle-là. Et la preuve, je l'ai pas faite. Alors un opérateur, c'est comme une fonction, sauf qu'on lui donne un autre nom parce qu'il a des propriétés sympas, c'est tout. Et c'est pas une fonction comme on peut en avoir l'habitude. C'est pas f de 2 égale 6 ou ce genre de truc. Un opérateur prend en argument une fonction. Ça peut paraître un peu étrange, mais il y en a de très simples. Par exemple, si je prends une fonction et que je la multiplie par 2, et ben ça, c'est un opérateur. C'est l'opérateur de multiplication par 2. Un autre, moins simpliste, mais que vous connaissez déjà, le D. F donne DF, c'est un opérateur. Enfin bref, il en existe de toutes sortes, et dans notre cas, on aurait cette monstruosité-là. Je vous en prie, faites pause si vous voulez faire connaissance, mais c'est pas nécessaire. On va l'oublier, ça va pas nous servir à grand chose de l'avoir. Très intéressant, ça va présenter des trucs qui servent à rien. Ça va pas du tout embrouiller les gens qui regardent cette vidéo. Ce sont surtout tes interventions pendant les explications qui risquent d'embrouiller les gens. Mais rappelez-vous, l'opérateur que j'ai là, il sort pas de nulle part. Il a été obtenu via l'équation stochastique du début. Et donc regardez comment se comporte mon opérateur, va me donner des indications pour savoir comment se comporte la solution de mon équation de départ. C'est-à-dire les particules dans mon gaz. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire regarder comment se comporte mon opérateur? Pour ça, on va faire un petit détour par les sons. T'aurais dû dire parler ténèbres, c'est plus stylé. Mais je ne suis pas un Dark Sasuke. Prenez cette image. Vous voyez que l'objet au centre a une ombre qui est en fait sa propre image, mais déformée. Là, on a deux informations importantes. La première, c'est la direction dans laquelle l'image est déformée. La seconde, c'est la taille de la déformation, qui nous indique à quel point les longueurs sont agrandies ou rétrécies par la déformation, qu'on appelle respectivement le vecteur propre et la valeur propre de la déformation. Lorsque la valeur propre est plus petite que 1, on a une contraction, et si elle est plus grande que 1, on a une dilatation. On va dire qu'il n'y a que la valeur propre qui nous intéresse. C'est pas totalement vrai, mais ça passe. Et c'est la clé de tout. Disons qu'il existe une fonction particulière, telle que p de f égale 12f. Attention, c'est un cas particulier. C'est comme dans l'exemple f de 2 égale 6, qu'on peut écrire f de 2 égale 3 fois 2. Ça veut pas dire que pour tout x, f de x est égal à 3 fois x. Oui, c'est un cas particulier. P de f égale 12f, mais pour d'autres fonctions, ça peut donner autre chose. Et en fait, je peux relier ce 12 à mon équation de départ. Si on reprend l'exemple du mouvement brownien, certaines personnes ont montré sous quelques conditions que la particule sortait du domaine au bout d'un certain temps, 1 sur 12. En moyenne, toujours, ils ont montré que le temps de sortie du domaine, c'est l'inverse de ce nombre-là. C'est un des résultats intéressants qu'on peut retrouver à partir des valeurs propres. Maintenant, tout le travail, c'est de déterminer ces nombres si importants. Et le but, c'est de montrer qu'ils vérifient une certaine loi, dite Deyring-Kramers. Alors pour cette équation en particulier, ça a déjà été fait sous certaines hypothèses, et mon travail c'est de généraliser les résultats qui ont été obtenus en relaxant les hypothèses qui ont été faites. Parmi ces hypothèses, on trouve souvent que le potentiel V est une fonction de Morse, ou de manière générale, des hypothèses de non-dégénérescence. Et en fait, la dégénérescence, c'est jamais quelque chose de très agréable. Parce que ça complique très vite les choses, en empêchant l'accès à certains outils qui semblent cruciaux. En réalité, ils n'ont pas l'air de l'être à ce point, et c'est tout l'objet de ma thèse que de le montrer. Et aussi de trouver un moyen de s'en passer, ou de contourner les problèmes qu'engendre la non-existence de ces outils. Et t'as rien d'un peu plus concret à nous dire pour que ce soit plus compréhensible? Très bonne question, j'allais justement y venir. Évidemment que c'est une bonne question, c'est toi qui écris le script. Et en plus, tu es une personne magnifique. Merci, c'est trop gentil. Donc pour être un peu plus concret, prenons le graphe d'une fonction un peu quelconque. Et loin d'être quelconque, ta fonction elle est continue. Ça y est, maintenant que je suis le prodige et toi le mal-aimé, tu veux me trash à tout prix. Bien sûr que non, je l'en avais déjà envie avant. Bon, prenons cette fonction. Ce qu'on peut appeler dégénéré, c'est cet endroit où on a un plateau et où la fonction est constante. Elle bouge pas. Ou encore là, où on a un pic, la fonction est alors dite non décrivable, et c'est aussi une forme de dégénérescence. Jusqu'à présent, on émettait des hypothèses pour ne pas avoir affaire à ces mochetés-là. Mais il y a un article qui est sorti relativement récemment, où des chercheurs s'intéressent à des équations qui apparaissent naturellement et qui ont ce genre de dégénérescence. Donc c'est super, ils ont avancé, et donc t'as plus de boulot, youpi. Mais il y a une petite chose dont je vous ai pas parlé. Rappelez-vous le h. En fait, il est un peu plus important qu'on ne le pense. Quand je disais là, on a la valeur propre 12, c'était dans le cas h égale 2 par exemple. C'est bien, mais on aimerait une valeur qui nous donne la dépendance en h.
Qu'est-ce que c'est la valeur propre dans le cas h égale 1? Bah là, on sait pas. Donc on aimerait avoir une formule générique qui fonctionne pour n'importe quel h. Et c'est assez important en fait. Quand on a h constant, par exemple h égale 1, on se retrouve dans le cadre de la mécanique classique, de la physique. Et quand on prend un h qui tend vers 0, donc on peut aller sur du 1 sur 100, 1 sur 10 000, 1 sur 15 milliards, on se rapproche de la mécanique quantique. En mathématiques, on n'utilise pas trop ce terme, mais par opposition à la mécanique classique, on utilise plutôt le terme d'analyse semi-classique. D'ailleurs, quand on disait que h c'était la constante de Planck, alors on utilise cette lettre pour y faire référence, mais dans ce cadre-là particulier, ça n'a rien à voir. Ici, h égale kBT. En effet, avec T la température du gaz, et Kb la constante de Boltzmann. Là pour le coup, c'est vraiment juste un nombre qui provient de la physique. C'est un mec, Boltzmann, il s'est dit tiens je vais mesurer des trucs, il a mesuré plein de trucs et il a trouvé qu'il y avait un nombre qui était toujours le même, qui revenait à chaque fois, hop là, une constante. Ah ouais, t'adores l'Uchronie en fait. Pour en revenir à l'article dont je voulais parler, eux ils considèrent h constant, donc dans le cadre classique. Moi mon travail ça va être de lier les deux, regarder des dégénérescences dans le cadre semi-classique. Alors comment je fais ça? En utilisant de bonnes propriétés de certains objets. Un peu obscur. Notamment celle de coercivité. Une fonction, on dit qu'elle est coercive si elle tend vers l'infini, et au-delà quand x tend vers l'infini. Un exemple, f de x égale x. C'est tout con mais ça marche. Alors il ne faut pas confondre avec la croissance. Vous avez des fonctions qui sont croissantes mais pas coercives. Je pense que l'exemple le plus simple c'est l'arc tangente. On voit qu'elle tend pas vers l'infini, elle reste bornée. De même il y a des fonctions qui sont coercives mais pas croissantes, par exemple celle-ci. Nous on regarde des opérateurs. Donc dans ce cas ce serait p de f qui tend vers l'infini quand f tend vers l'infini. Il y a des façons simples de définir ça, mais peu importe. La coercivité, c'est bien, mais c'est trop bien, en fait. En général, on l'a pas. Notre opérateur n'est pas coercif. On a plutôt une version faible de cette propriété, c'est-à-dire qu'on tend vers l'infini, mais pas dans toutes les directions. Et c'est ce qu'on appelle de l'hypocoercivité. Hypo qui indique le caractère plus faible. Mais du coup, les hippopotames, ce sont des créatures inférieures aux potames? Tu pars vraiment trop loin là. Mais maintenant, vous avez toutes les clés pour comprendre le titre de ma thèse, hypocoercivité semi-classique, et loi d'Hering-Kramers pour des opérateurs de Fokker-Planck dégénérés. Ça fait beaucoup, je vous laisse digérer, et avec ça, Blasé, Chill, Kamé et moi, on vous souhaite une bonne soirée, salut!